Donc, voici un tableau récapitulatif du traitement de l'exacerbation de BPCO. Bien sûr, à l'hospitalisation, nous allons utiliser de l'oxygène avec un débit suffisant pour obtenir généralement une saturation comprise entre 88 et 92%. Donc l'objectif, c'est surtout supérieur à 90%, soit à l'aide de la lunette ou bien au masque, toujours avec surveillance de la saturation et les gaz du sang dans la mesure du possible. Voilà, sans tarder, commencer le traitement. Comme nous l'avons bien expliqué, les bronchodilatateurs gardent une place de première intention dans le traitement, à savoir l'utilisation donc des bêta-2 mimétiques, soit en aérosol doseur ou bien, par exemple, s'il y a une mauvaise coordination main-poumon, si le patient ne sait pas utiliser son dispositif inhalé, nous allons opter pour la chambre d'inhalation qui va être plutôt plus facile et plus simple à utiliser chez les patients, surtout lorsqu'ils sont âgés ou porteurs d'une pathologie cérébrovasculaire dégénérative ou autre. L'utilisation aussi du nébuliseur garde toute sa place, voilà, avec l'utilisation de bêta-2 mimétiques ou d'anticholinergiques parfois aussi associés, donc nous pouvons associer les deux et c'est ce qui est fait plutôt en pratique courante. La nébulisation garde une place très importante. Les bêta-2 mimétiques par voie systémique tels que la terbutaline donc, ne sont pas fréquemment utilisés, mais on peut y avoir recours lorsque nous avons une exacerbation modérée à sévère. La kinésithérapie respiratoire de désencombrement en cas de sécrétion bronchique abondante, qui va bien sûr permettre de drainer ces sécrétions et d'améliorer la fonction respiratoire. L'antibiothérapie, bien sûr, qui ne sera pas systématique, elle sera discutée en fonction de la cause et en fonction aussi des facteurs de risque. La corticothérapie, donc la corticothérapie qui va être utilisée de façon systémique à raison de 0,5 mg kg pour une courte durée qui varie entre 5 à 7 jours, au maximum 10 jours. Qui va permettre donc une baisse rapide de cette inflammation et donc une hospitalisation moins longue. Si l'évolution est favorable au bout de quelques jours, généralement on peut évaluer dans les 24 heures suivantes. Si on voit une bonne amélioration, nous continuons toujours dans le même schéma. S'il y a une aggravation, là il faudra carrément assurer une assistance ventilatoire mécanique. Alors, qui va commencer bien sûr par la VNI ou la ventilation non mécanique, qui est une ventilation qui ne va pas agresser les voies aériennes et qui va délivrer de hauts débits d'oxygène et donc permettre une bonne ventilation. Et généralement, elle est utilisée lorsqu'il y a une acidose non compensée à 7,35. Toujours à envisager avant toute intubation endotrachéale. S'il y a échec à la VNI ou bien carrément une contre-indication de cette dernière, la ventilation invasive sera bien sûr discutée. L'héparinotherapie, donc qui va être utilisée surtout pour les patients à risque de développer une embolie pulmonaire. Pour la théophiline, les mucomodificateurs, il n'y a pas d'indication. Au contraire, il y a une contre-indication chez ces patients, tels que les fluidifiants bronchiques, ainsi que les antitussifs et tous les neurosédatifs qui seront bien sûr contre-indiqués car ils vont déprimer les centres respiratoires et entraver aussi le travail des muscles respiratoires. Voilà, une fois notre patient sorti de son épisode d'exacerbation, nous allons renforcer le suivi. Voilà, à savoir
toujours l'appréciation de l'état clinique de notre patient, à savoir bien sûr les symptômes et l'handicap et donc le retentissement sur la qualité de vie quotidienne de notre patient et l'appréciation aussi de l'évolution sur le plan fonctionnel respiratoire par les spirométries à distance, les tests de marche de 6 minutes, les épreuves d'effort, etc. Toujours privilégier une éducation thérapeutique, bien sûr, comment